Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, alors sans plus attendre, nous reprenons notre débat autour de cette question sur les évolutions des métiers, du métier ou des métiers de médecin. Et Jean-Paul Ortiz nous a mis un titre à cette seconde séance de cette réunion qui est à la fois volontairement vague, mais également précis par certains côtés. C'est autour, nous allons vagabonder, nous allons nous diriger autour du profil de carrière du médecin. Alors, pour traiter de ces questions et surtout également répondre en réalité aux questions que vous avez posées ou que vous posez, et notamment dans la première partie de notre réunion, ont été réunis Yves Matillon. Alors, Yves Matillon est conseiller chargé de mission au ministère de l'Enseignement, de la Recherche. C'est sa fonction actuelle, une de ses fonctions actuelles, grand spécialiste des questions de formation, et notamment paramédicale. En réalité, professeur à Lyon, également, professeur de médecine. Rachel Baucher, que tout le monde connaît évidemment, qui est médecin, ça ne se voit pas, mais elle est psychiatre, médecin, et elle est surtout présidente de l'INPH, un des principaux syndicats, organisations professionnelles des hôpitaux publics. Et elle nous vient de Nantes. Et puis Patrick Gasser vient également des Pays de la Loire. Il est président, enfin vous le saviez évidemment, de l'URPS des Pays de Loire. Alors, pour essayer d'aborder ces questions avec Dominique, nous allons peut-être... il y a quelques courtes présentations pour illustrer vos propos. Moi, je pense qu'on pourrait commencer, si vous le voulez bien. Vous avez déjà mis, hein, Patrick. Bon, alors, commencez, puis après, Yves Matillon et Rachel Baucher. On m'a donné ce challenge d'essayer de définir la carrière. Parce que quand on nous a donné, Jean-Paul, ce sujet, je me suis dit la carrière du médecin libéral ou du médecin en général. Moi qui suis aussi passé par les hôpitaux pendant quelques années, je me suis dit, je peux mettre la première, mais la seconde, on la fera peut-être ensemble. Parce que je ne savais pas y répondre. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens chaque année, donc pour la deuxième année, à ces journées de la Grande Motte. Agitateur d'idées, oui, Jean-Paul, l'URPS doit être un agitateur d'idées, ça c'est bien évident. Et c'est d'ailleurs le rôle de toutes les URPS du territoire. Alors, on a eu le couvert, on a eu le pain, le vin, et on n'a pas une chose, c'est le soleil, tu l'as dit. Vous voyez, avec ma mine, vous savez qu'en Pays de Loire, il y a du soleil. Donc je vous invite à venir éventuellement en Pays de Loire. A-t-on des déserts médicaux? Je pense pas. Et je pense qu'on pourra en discuter secondairement des déserts médicaux. Vous savez, moi, en Pays de Loire, j'ai la Mayenne, j'ai la Sarthe, qui sont des départements qui sont quand même un peu, je dirais, sous-dotés, entre guillemets, en médecins et en professionnels de santé. Eh bien, je pense que nous avons trouvé quelques réponses. Alors, pour débuter mon propos, j'essaie toujours de définir de quoi on va parler. C'est quoi la carrière? C'est donc le parcours professionnel d'un individu. Et dans toute société, eh bien, la gestion des carrières est l'élément le plus ancien des ressources humaines. C'est fondamental. Et ça appelle à quoi? Un management. Vous voyez déjà qu'on est en train de poser quelques éléments. On a parlé tout à l'heure de management et on en reparlera après. La liaison, elle est étroite entre l'entreprise et la carrière.
Alors, on va essayer de faire des constats. Je vais essayer d'être progressif dans mon propos et de savoir pourquoi, peut-être à terme, effectivement, les médecins peuvent avoir un vrai profil de carrière. Un historique, on est passé de l'individuel au collectif. Le collectif assez peu structuré, je dirais. Parce que lorsque vous regardez les études qui sont sorties, notamment la dernière étude, une des dernières études de l'adresse, on montre bien que près de 52% des médecins libéraux travaillent déjà en groupe. C'est pas nouveau le travail de groupe. Mais en fait, globalement, il est assez peu structuré et il est basé sur l'individuel. Et aujourd'hui, on recherche quelque chose d'un peu nouveau, qui est donc le collectif structuré, et les médecins et tous les professionnels de santé en ressentent le besoin. On a une vraie notion d'interprofessionnalité. Et puis, il y a bien entendu la pression du financeur aujourd'hui qui nous dit, attendez, on l'a pas encore évalué d'ailleurs, hein, il faut travailler en groupe, il faut travailler en interpro. Il faudra qu'on l'évalue quand même. Il y a bien entendu la maladie. La maladie, on a un profond changement de la prise en charge de nos patients. On est passé de l'aigu au chronique. Et donc, on nous demande aussi d'élargir notre cadre de prise en charge. On est passé du soin à la santé. Il y a le nouveau risque, vous savez, cinquième risque, dont on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui. Comment va-t-on répondre à cette problématique ? On nous parle beaucoup de prévention. Donc vous voyez qu'on a un large élargissement. Donc le métier va nécessairement évoluer. Et Yves va nous en parler. Il évolue à travers les pathologies, mais il évolue aussi dans la technologie. Et ça, c'est important. On ne peut pas laisser l'évolution à la fois des organisations et de la technologie de côté en disant « non, je reste dans ma façon de voir et de penser ». L'exemple que vous pouvez prendre, c'est la génétique. Il s'est passé dernièrement quelque chose, notamment sur les amyosynthèses. Il n'y a plus d'amyosynthèse, on ne va plus faire d'amyosynthèse demain, puisque maintenant, on peut avoir le code génétique du bébé dans simplement une prise de sang. On voit donc qu'on passe, il y a un profond changement du métier. Et il ne faut pas que les médecins loupent le coche, hein. Parce que sinon, bien entendu, aujourd'hui, on le voit, c'est l'engineering, hein, c'est les ingénieurs qui prennent en charge ce genre de choses. Et puis, il y a la pression, bien entendu, économique, augmentation des dépenses, les situations économiques des différents pays. Eh bien, on voit qu'il y a une mobilité des individus et il y a une mobilité des professionnels. On nous parle de démographie. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait des vrais problèmes de démographie. Nous, on le voit en Pays de Loire. On nous a présenté dernièrement une courbe de la démographie. On avait le trou en 2018. Eh bien, on s'aperçoit là, en 2013, que ce trou, il n'existe plus. Donc, on a une vraie remontée de la démographie médicale et des professionnels de santé. Vous vous rappelez, on a parlé des infirmières. On allait chercher les infirmiers en Espagne. Maintenant, on ne va plus les chercher en Espagne. On en a trop. Et en l'espace de combien ? 2 ans, 3 ans. Donc il faut prendre en compte cette migration éventuellement des populations. On nous parle d'efficience. Je ne sais pas si on vous parle d'efficience, vous, dans vos cours, mais nous maintenant, alors il y a 10 ans, pour certains, pour le cercle là, on connaissait les mots efficience, on disait attends, c'est un mot techno ce truc-là. Pertinence, ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que tout le monde parle d'efficience, tout le monde parle de pertinence, et j'en veux pour preuve aujourd'hui toutes les ARS. Hein. On décline la pertinence des parcours, la pertinence du soin, la pertinence des actes. Et donc, on est obligé d'aller vers la performance, entre guillemets. Performance n'est pas un mot péjoratif. Ce n'est pas des gains de production. Hein. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, ce n'est pas des gros mots, mais il faut se les approprier. Puis, il y a la société, il y a le vieillissement, je l'ai dit. On passe sur la démographie. Le déficit de prise en charge. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu d'études qui me montrent qu'on a vraiment, on prend mal en charge la population. Je crois pas. J'en ai pas vu de disponible, en tout cas.
c'est des problèmes ressentis. Donc c'est l'évolution de la société. On a une part du médico-social qu'on doit prendre et qu'on doit lier entre le soin et la prise en charge des plus âgés. Et donc on a un rapport consommation-production qui est évident. Alors il y a l'évolution sociétale qui est majeure. Vous en avez parlé de cette évolution. Et il ne faut pas mettre ce problème de côté. La génération Y, dont on parle, moi j'en parle beaucoup, parce que je crois que c'est cette génération qui arrive aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la génération Y et pourquoi on l'appelle Y. On l'appelle Y simplement parce qu'elle a des écouteurs. C'est les deux écouteurs dans les oreilles et le fil sur le truc, là, le iPod. Et donc ça fait un Y. C'est pour ça qu'on l'appelle Y. Alors maintenant, il y a une génération Z. Voilà. Alors, le constat. Donc, le constat sur le terrain, c'est quoi? Des difficultés d'exercice, tout le monde l'a dit. On est dans une nécessité de passer du stade artisanal à une production de biens de services. Et je crois qu'il faut que les professionnels se l'approprient, cette terminologie. Donc, on est passé, je vous ai dit, de l'exercice isolé à l'association. Il y a différentes formes. Mais il y a une chose que les médecins aujourd'hui et les professionnels veulent garder. Ils veulent garder une liberté, une indépendance et une maîtrise de la prise en charge. 3 éléments qui sont, à mon avis, fondamentaux. Donc ça implique le changement. On est dans l'obligation de changer. Et donc qu'est-ce qu'on a sur le terrain? Vous en avez parlé. On a des réflexions autour des maisons et pôles de santé, avec un vrai projet territorial, on le sait, et surtout un projet professionnel. Et donc, à terme, un projet personnel, mais un projet d'entreprise. En y intégrant quoi? Eh ben, la coopération entre les différents acteurs. Alors moi, j'aime bien la terminologie d'interprofessionnalité et pas de délégation de tâches. Je pense qu'il faudra d'abord réfléchir aux compétences de chacun et de construire à travers ces compétences en fonction des besoins. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la médecine générale qui a besoin de ça. Toutes les spécialités, aujourd'hui, en ont besoin. Pourquoi? Parce que moi qui suis un médecin gastro-entérologue, dois-je faire tout ce que je fais aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Je pourrais déléguer beaucoup de choses. Mais pour déléguer beaucoup de choses, si je délègue tout, j'aurai plus rien. Donc si on veut faire évoluer le système, il va falloir réfléchir à probablement une valorisation des compétences. Je forme un médecin pendant 10 ans, 15 ans. Est-ce que son acte intellectuel ne vaut que 23 €? J'en suis pas persuadé. Donc il y a une vraie réflexion que nous devons avoir à travers ces compétences. Et les compétences ne sont pas essentiellement techniques. Sinon, demain matin, on aura les robots, vous inquiétez pas, ils feront aussi bien que nous. Et je veux dire qu'il y a quelqu'un qui est plus emblématique qui en parle, c'est Guy Valencien. Il n'a pas totalement tort, il n'a pas totalement raison. Mais il va falloir vraiment y réfléchir. Donc on aura, à travers tout ça, à travers ces structurations, des nouvelles fonctions stratégiques. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Où je vais? Comment je vais? Qu'est-ce que je négocie? Une fonction de coordination avec l'ensemble des acteurs. Fonction de gestion aussi. Donc on voit bien qu'on est dans l'évolution des métiers. Et puis il y a ce choc de génération, vous l'avez dit, les jeunes veulent travailler moins. Je ne suis pas persuadé de ça. Je ne suis pas persuadé de ça. Pour nous, en Pays de Loire, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. Ils veulent travailler différemment et avoir une lisibilité et une visibilité sur ce qu'ils vont faire demain. C'est combien de temps je travaille? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon profil de poste? Il va pouvoir changer, bien entendu, dans le temps, mais il faut que je sache ce que je vais faire. Pourquoi ils veulent bien aller à 50 km? Et c'est bien qu'il y ait un politique aujourd'hui, parce que le politique, à mon avis, son rôle, c'est de réfléchir au maillage du territoire, en niveau routier, politique de la ville, etc.
assez peu, à mon avis, à la problématique purement professionnelle. Alors qu'aujourd'hui, on les voit beaucoup, nos politiques, rentrer un peu trop dans le professionnel. Alors, 5 minutes. Donc, vous voyez que je pense qu'il va falloir demain avoir des souplesses de structuration et d'organisation. On pourra passer de l'un à l'autre. Salariat, mobilité, temps partagé. Peut-être qu'un jour, je deviendrai l'actionnaire de ma propre entreprise. La diapo n'est pas terminée. C'était à vous de la terminer. C'est avec vous que je pourrais la terminer, cette diapo. Et puis, donc, je vais passer rapidement. Je crois que la réponse, pour moi, c'est l'entreprise médicale libérale. C'est quoi une entreprise ? Je voudrais simplement le définir très, très rapidement, mais je ne pouvais pas ne pas parler de l'entreprise quand on parle de carrière. Et vous savez qu'en Pays de Loire, on travaille beaucoup sur l'entreprise. Eh bien, c'est une unité organisationnelle de production de biens et de services, jouissant d'une autonomie de décision. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on a tous aujourd'hui. Mais il faut la structurer avec des vrais entrepreneurs. Tout le monde ne pourra peut-être pas être un entrepreneur qui accepte de prendre des risques financiers. C'est un novateur. Et bien entendu, ces apports peuvent être évalués par le consommateur. Et ça, c'est important. Je passerai. Alors, comment insuffler ? J'en ai pour 2 minutes encore. Comment insuffler l'esprit d'entreprise ? Eh bien, à partir des besoins. Et nous, on l'a vu. Moi, je vois, dans un territoire comme la Mayenne, avec une structuration en maison et pôle de santé, et dans les Pays de Loire, on a presque on a 150 projets de maisons et pôles de santé, avec aujourd'hui entre 10 et 15 effectives, et avec des projets qui vont jusqu'à 50, 60 professionnels. Donc il n'y a plus d'isolement. Les jeunes nous disent, attendez, moi j'aime mieux aller dans un milieu rural, où je ne suis pas isolé, plutôt qu'en plein centre de ville, où j'ai une clientèle énorme, et où je suis l'isolé. Ça, je ne veux plus de ça, effectivement. Et vous voyez qu'on part des besoins et des difficultés de terrain, et on introduit progressivement les choses. Les gens ont trouvé des solutions. Ils en avaient besoin, et ils les ont trouvées. Bien entendu, il y a des personnalités, et il va falloir toujours trouver un leader pour faire avancer les choses, et identifier, bien entendu, les leviers et les freins. C'est-à-dire que l'entreprise, eh bien, elle doit être malléable, elle doit être, je dirais, adaptable à toutes les situations. Voilà le modèle de l'entreprise. Parce que avant, le médecin généraliste ou le médecin tout court, il avait quoi comme relation ? Il y avait une relation avec la CEPAM, à travers une convention, mais c'est à peu près tout. Eh bien, aujourd'hui, on est dans la contractualisation avec l'ensemble des acteurs. L'entreprise, c'est tout ça, hein. C'est tout ça, là. D'accord ? Je rends un service. Alors, j'utilise, bien entendu, de multiples éléments, notamment l'e-santé, éventuellement, et la télémédecine. Mais vous voyez qu'on peut contractualiser, je pense, demain, et d'ailleurs, ils sont demandeurs, hein, tous ces acteurs-là. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la novation. Alors, moi, je dis que pour être un professionnel de santé, bien entendu, il faut être un soignant, et ça, c'est la base. Il faudra sûrement être un gestionnaire. Pourquoi pas un enseignant, et de plus en plus. Et d'ailleurs, pour faire la connaissance de ces entreprises, eh bien, il faut savoir enseigner, il faut savoir aller le porter vers les écoles. C'est d'ailleurs ce que font dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Le milieu professionnel vient présenter. Et puis, c'est sûr, certains seront des managers à travers un leadership. Il faut surtout être novateur, peut-être être soit l'un, soit l'autre, salarié ou actionnaire, peut-être un jour salarié, un autre jour actionnaire, mais surtout aussi, il ne faut pas mettre d'un côté le privé et de l'autre le public. Je crois qu'aujourd'hui, on peut construire quelque chose en liant le privé et le public avec des passerelles.
Des passerelles qui sont, à mon avis, à réinventer. Elles existaient auparavant. Elles sont sûrement à réinventer. Je pense tout simplement qu'il faut valoriser les acquis de l'expérience, à la fois dans le privé et dans le public. Voilà comment je vois le profil de carrière médicale pour l'ensemble des professionnels de santé. Merci. Et nous, on vous applaudit, merci. En tout cas, votre présentation était extrêmement, d'abord, bien énoncée, mais surtout très utile. Je trouve à la fois qu'elle vous nous avez dressé le profil que vous imaginez, mais surtout, Patrick, vous prenez parti. Je sais que Ségolène Neuville, notre députée présente, ici, va devoir nous quitter dans quelques minutes, hein, je crois. Je voudrais vous demander, encore un petit moment, mais on va ouvrir déjà une première série de questions après votre présentation. Mais Madame Neuville, je voulais vous demander, est-ce que sur ces questions-là, celles que Patrick Gasser, fondamentale, a posées, c'est-à-dire de l'évolution de la médecine de demain, est-ce que vos collègues parlementaires, hors parti politique, hors Église, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur ces questions de santé, partagées à l'Assemblée nationale notamment, ou chez les parlementaires d'une manière générale? Et la seconde question, c'est, à votre avis, peut-on être indépendant et jouer collectif, et vouloir et pouvoir jouer collectif? Vouloir à la fois être indépendant, c'est un petit peu ce que Patrick Gasser nous dit, mais de notre côté, prendre conscience évidemment des évolutions de la médecine et des évolutions des métiers, et également des nécessités ou des aspirations des pouvoirs publics à faire évoluer ce secteur de la santé aussi fondamental qu'il l'est. Alors je vais déjà répondre à votre deuxième question, qui est donc peut-on être indépendant et jouer collectif? Je pense qu'il faut, dans tout ce qui est profession de santé, en fait, recentrer notre motivation commune à tous, quel que soit notre statut et quelle que soit notre profession de santé. Notre motivation, c'est quand même le patient. Et donc, la réponse du coup est oui, parce que je pense que quel que soit son mode d'exercice, comme on est de toutes les façons, on a les mêmes motivations, puisque on fait tous ce métier quand même, certes pour gagner sa vie, certes pour avoir une carrière épanouissante, mais on fait d'abord et avant tout ce métier qui est un métier difficile, il faut le reconnaître, avec des études longues. Eh bien, on fait tous ce métier d'abord parce que on est passionné du soin et passionné de patients. Si on n'était pas tous passionnés de ça, à vrai dire, eh bien, on travaillerait pas en moyenne 55 heures par semaine. Moi, je suis extrêmement étonnée de voir que partout, on peut annoncer que les médecins travaillent 55 heures par semaine en moyenne, qu'il y en a énormément qui travaillent plus de 70 heures, et que tout le monde trouve ça normal, finalement. Alors nous, on trouve ça normal parce qu'on a été dressés comme ça, j'aurais tendance à dire, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune autre profession où on pourrait dire des choses pareilles. Et donc, il y a une sorte de tolérance dans la société qui fait qu'on pense qu'effectivement, nous, professionnels de santé, eh ben, on est là pour travailler énormément. La première question qui était plus sur est-ce qu'il y a cette prise de conscience donc par les politiques et en particulier à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, sur 577 députés, nous sommes 24 médecins. Il y a bien sûr d'autres professionnels de santé. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a malheureusement en politique un gros déficit de gens qui ont réellement mis les mains dans le cambouis, pour être assez clair. C'est vrai en politique, c'est vrai dans beaucoup de structures en général. Et donc, cette prise de conscience, je pense pas qu'elle soit... elle existe. Évidemment, chacun a conscience des difficultés qu'on peut avoir sur le terrain pour exercer cette profession. Néanmoins, moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui prennent les décisions, qui, à un moment donné, aillent voir comment ça se passe dans un cabinet médical dans le rural, ou qui, à un moment donné, passent une nuit dans les urgences d'un grand hôpital où il y a un monde fou. Rapprocher le politique des médecins. Je crois que vous vouliez poser une question, oui. Et puis, vous réagissement à l'intervention de Patrick Gasser. C'est plutôt une précision, puisque je remercie Patrick de sa brillante son brillant exposé. Et ça reprend une étude qu'on avait fait où les URPS s'appelaient URML. On avait fait une étude de faisabilité sur justement l'entreprise. Alors cette fois-ci chirurgicale, parce qu'on le conduisait avec le Conseil national de la chirurgie, et notamment Guy Valencien, et où on avait finalement identifié un petit peu les freins. Alors il y avait deux freins dont t'as pas forcément parlé. Le premier frein, c'était effectivement, il faut des entrepreneurs.
Et Clavera nous avait rappelé que, mais alors c'est pas que la santé, c'est que chez les jeunes, il y avait en France 1% des jeunes qui étaient susceptibles d'être des futurs entrepreneurs. Et on sait que maintenant, en plus, ils partent à l'étranger. Donc je veux dire qu'il y a vraiment une prise de conscience aussi sur ce sujet. Le deuxième frein, il était à l'accompagnement, parce que quand on s'est tourné vers les ARS, la réponse était, nous, on contractualise déjà avec les établissements, et c'est difficile, puisque c'était chirurgical, donc c'était établissement, il est difficile d'avoir un autre interlocuteur. Alors, on peut le comprendre dans la médecine de premier recours avec les maisons de santé pluridisciplinaires, puisque là, on parle d'individus et on les regroupe. Mais quand on parle d'établissements de santé, on divise, c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur qui sont les établissements, et puis derrière, s'il faut en plus des interlocuteurs avec les médecins, c'est plus compliqué. Donc je pense que là aussi, et peut-être nous, dans l'étude de faisabilité, on ne s'est pas tourné vers les politiques, on aurait peut-être dû. Ceci dit, ce rapport, il est toujours là, on peut le ressortir des cartons. Je l'ai remis en personne à Marisol Touraine au cours d'un entretien pour justement faire un peu avancer les choses, mais je crois que ta présentation et puis ces documents qui sont quand même fondateurs, puisque ça a été fait avec aussi l'Union Rhône-Alpes, avec la faculté de Rhône-Alpes, on peut les ressortir pour avancer sur ce sujet et le mettre à disposition effectivement des politiques, parce que je pense que l'Union Languedoc-Roussillon a fait là aussi un travail fondateur. Christian, est-ce que Christian ou Hector ou Emmanuel ou Pierre, est-ce que vous êtes moins bosseurs que les générations précédentes, pour ne pas dire paresseux, comme l'a titré un de nos excellents confrères, Le Point, il y a quelques semaines ou quelques jours, et est-ce que franchement vous n'avez pas l'esprit d'entreprise, ou l'avez-vous un peu? Et troisième question, est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Alors, je commence par la fin. Si vous voulez partir à l'étranger, c'est peut-être au cours de mes études. Je pense que c'est intéressant, comme on peut le voir dans d'autres disciplines, pour augmenter un peu notre expertise. Partir à l'étranger pour fuir la France, je pense que ça c'est purement personnel. Je me permets pas de répondre au nom des chefs de clinique. Alors rappelez-moi votre deuxième question. Vous êtes bien Christian et pas Gérard, hein, non. Gérard Depardieu. Vous êtes bien Christian. Tout à fait. Erlin. Alors ma seconde question, êtes-vous paresseux? Alors c'est une question aussi difficile. Vous avez quand même dit qu'il fallait y aller un peu. Oui. Alors paresseux, je pense pas qu'on le soit. On demande, comme je l'ai entendu tout à l'heure, plus de clarté, je pense, sur de lisibilité sur notre travail. J'en veux pour preuve ma feuille de salaire qui m'annonce 38 heures, avec c'est ce que m'envoie tous les mois le CHU, 38 heures à peu près, ou 41, pour à peu près 70 ou 75 heures effectives. Donc je pense que c'est comme l'a souligné le député, c'est quelque chose qu'on accepte, parce que finalement on nous éduque comme ça, et on l'accepte volontiers. Après, je pense que pour savoir si on est plus ou moins paresseux, je pense qu'on est plus en demande d'avoir de la lisibilité et puis une juste récompense. Question en d'autres termes, oui. Est-ce que vous êtes fasciné par les confrères de la génération précédente, qui sont globalement ici? Est-ce que vous avez envie de faire comme eux, ou alors au contraire, ce qu'ils vous présentent, vous le rejetez, vous le fuyez, etc. Non, je pense je le fuis pas du tout. Ce qu'on nous présente comme étant une vocation, on continue à l'avoir, bien évidemment, mais on demande, je pense, plus simplement d'avoir une valorisation plus importante, et d'un point de vue Vous vous retrouvez bien dans cette définition que j'ai trouvée vraiment très très éclairante de Patrick Gasser. Indépendance, liberté et maîtrise de son avenir. Ce sont trois motivations qui vous paraissent les uns et les autres. Peut-être Emmanuel? Déjà, je tiens à souligner vraiment la grande clarté de l'exposé qui a été fait. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées dans cet exposé. Ségolène Neuville, il vous rejoindra à l'Assemblée nationale d'ici pas longtemps, à mon avis. C'est un grand diplomate. N'est-ce pas? Il est très bon. Il est très bon. Pas si rapide que ça. On voit les carrières se dessiner. Non, mais nous, au niveau de l'ISNI, on est en train de porter un projet qui est un manifeste pour des médecins managers.
parce qu'effectivement, on considère que la formation des études médicales est trop centrée sur la pathologie et pas assez sur l'entrepreneuriat et le management, ce qui fait qu'effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, créer des maisons pluriprofessionnelles, oui, mais comment elles vont être gérées, comment on va apprendre à pouvoir justement s'entourer d'une équipe, interagir avec cette équipe, comprendre quels sont les enjeux économiques qui sont liés à la mise en place d'une entreprise. Et c'est vrai que donc on a fait un manifeste, on a proposé donc la création d'une école européenne du management médical. Et on l'a proposé à l'ensemble des ministres, que ce soit à la santé ou à l'enseignement supérieur. Pour l'instant, c'est un peu porte close, hein, il faut quand même bien le dire. On n'a pas été reçu, il n'a pas été reçu par Monsieur Lévy alors qu'il avait demandé à être reçu. On a donné ça. Yves Mathieu, on va vous aider. Voilà, j'en profite. Hein. On a proposé aussi au niveau du cabinet de Marisol Touraine, pareil, parce que je pense qu'il y a encore vraiment un clivage entre le monde managérial et le monde de la gestion de la santé. Nous, on a vu même le HESP a beaucoup de mal à penser qu'un médecin peut être autre chose que quelqu'un qui soigne une pathologie, mais quelqu'un qui a une autre vision et qui pourrait justement avoir un avis sur le management de son entreprise. Et même chez nous, dans notre culture, on a aussi beaucoup de mal à s'émanciper de cette pratique clinique au quotidien. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire très rapidement. Alors, on va passer à la suite, sauf s'il y a une autre question à Patrick Gasser. Patrick, vous avez dit... Oui. Ah, pardon. Oui, moi, j'aimerais intervenir en revenant sur la question que vous avez posée à Madame Neuville. Est-ce qu'on peut à la fois jouer individuel et collectif? Et je pense que ici, là, on touche à quelque chose de vraiment important, à mon avis, dans la vision qu'ont les jeunes de l'exercice libéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jouer individuel, en gros, c'est quand on gagne de l'argent. Jouer collectif, tel que je le vois, c'est apporter un service maximal aux patients que l'on soigne. Et donc, la question, c'est comment arriver à trouver un compromis entre les deux. Plus je vois de patients, plus je gagne d'argent, moins je rends un service. Comment trouver l'équilibre? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a grandi avec le trou de la Sécu, on a grandi avec des impératifs d'efficience, comme vous le disiez. Et finalement, là je parle peut-être à titre un peu personnel, mais je pense que chez les jeunes médecins, il y a une sorte de culpabilité de demander de l'argent, de faire une majoration d'actes. On est dans une société où on a eu l'impression que la médecine était gratuite, et il y a une espèce d'antinomie que je ressens personnellement en tout cas, entre une activité lucrative et une activité médicale. Et c'est difficile, je pense, pour les jeunes d'arriver à trouver une voie équilibrée entre gagner sa vie et apporter un service rendu. Et je pense que ça pénalise un petit peu l'entrepreneuriat qui, effectivement, n'est pas du tout évoqué dans les études. Même quand on est interne, on nous parle de la thèse, mais on nous parle très peu de l'exercice. On le découvre dans le stage chez le praticien pour les internes de médecine générale. Mais voilà, ça s'arrête un petit peu là. On apprend quelques rudiments de gestion. On n'a jamais eu aucune formation. On ne sait pas vraiment à qui s'adresser. On ne sait pas vraiment quelles sont les démarches. Et donc, tout à l'heure, on disait le métier change. Et je pense que la meilleure manière d'apporter des professionnels, on va dire, adaptés à la société, c'est de commencer par changer la formation. Et donc, effectivement, la question qu'il faut se poser d'abord, c'est quelles sont les compétences requises, de quoi avons-nous besoin? Effectivement, on voit que on a besoin de structurer, d'organiser les réponses, notamment dans le premier recours, dans tout ce qui est extra-hospitalier. Et donc, effectivement, ça appelle de nouvelles compétences. On voit que depuis notamment la loi HPST, les rôles du médecin généraliste se sont vraiment multipliés et les missions, on va dire, sont de plus en plus strictes. Et je pense que il y a une espèce de peur des jeunes professionnels, de peur d'assumer toutes ces responsabilités et une peur aussi peut-être fantasmée de la judiciarisation de la profession. Merci. Et donc, pour tout ça... Garde quelques questions pour la suite. Donc, je voulais simplement dire que voilà, la formation ne nous amène pas à appréhender l'exercice libéral sereinement, et ni même à avoir des perspectives de cet ordre-là, et qu'on est salarié jusqu'à ce qu'on soit aisé, et que j'ai pas le sentiment qu'on soit préparé à devenir des entrepreneurs. Merci en tout cas pour cette intervention qui est extrêmement intéressante, vraiment. Je pense que Rachel Baucher seule pourra nous aider à résoudre ton problème, comment gagner sa vie malgré tout et jouer et rendre service à la collectivité. Seul un psychiatre de grande qualité pourra nous aider ou t'aider à avancer.